Pour comprendre le manga, il faut commencer à raconter l'histoire du dessin japonais à partir du 600, quand l'encre de Chine est amenée à la cour impériale par des voyageurs. L'empereur à l'époque est très fasciné par la culture chinoise et immédiatement adopte cette nouvelle technique, que c'est l'encre et les techniques de fabrication du papier. C'est à cette époque qu'on réalise les premières caricatures à l'encre. Il faudra attendre 1100 pour qu'il y ait les premiers rouleaux dessinés, les makimono, qui sont réalisés souvent par des moines, dont le sujet religieux est probablement le plus important. Les makimono présentent déjà un mélange entre un texte écrit et des images. Le plus célèbre est sûrement le Shoujujiga, j'espère le prononcer bien, sûrement c'est pas le cas. Le Shoujujiga, c'est un grand rouleau où il y a des animaux anthropomorphisés qui font des activités humaines. Le studio Ghibli, le studio de Miyazaki, a récemment réalisé une version animée de ce rouleau. Il est très très beau et vous pouvez voir en le regardant la modernité de leur façon de traiter l'expressivité du corps, l'action dramatique et même un certain humour qui est déjà présent dans ce type de dessin. Un autre sujet très fréquent dans les makimono, c'est les sujets rigolos, un peu vulgaires. Par exemple, la bataille de paix. Ça, c'est un grand classique japonais. C'est probablement de là que trouve origine tout leur humour scatologique, encore aujourd'hui très fréquent. Vous connaissez sûrement plein de traces de ce genre de blagues. Par exemple, dans les BD de Toriyama, quand Arale joue avec le caca. C'est ce genre de blague-là, le caca de Arale et les roses, par contre. En 1600, on rentre dans une nouvelle phase parce qu'il y a l'époque des zenga. Ça veut dire littéralement images zen, ce sont des images réalisées par des moines. Encore une fois, des dessins très synthétiques accompagnés par un texte. C'est là qu'on trouve la première grammaire, en quelque sorte, de certains même éléments iconographiques qui vont faire la continuité de leur langage visuel. En 1670 commence l'époque des Lukiyo-e. On est en pleine période Edo. L'ukiyo-e, c'est une forme de dessin imprimé en couleur. C'est une technique qui a connu un immense succès parce que c'était des dessins faits pour être vendus en livres, souvent en recueil. Et la population a beaucoup aimé ça. Ça a été un très grand marché jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le nombre d'artistes importants dans cette technique, c'est un grand nombre. Les maîtres les plus célèbres que vous connaissez sans doute sont Hokusai, qui c'est en quelque sorte le symbole même en Occident de ce genre de dessin, qui s'est confronté avec toutes sortes de sujets. Si vous regardez les catalogues des expos qui lui sont consacrés aux monographies, vous allez voir tout de suite que Hokusai a fait un peu tout. Avec toujours une inventivité vraiment étonnante. Un autre grand artiste de cette courant, c'est Hiroshige, dont le livre qu'on trouve le plus facilement, c'est son livre de voyage, je crois que sont les deux livres de voyage, où chaque étape de son parcours est représentée par un dessin plein de vie, plein de petites scènes, où on voit les hommes qui sont pris dans les activités de tous les jours, les activités les plus normaux, qui vont au travail. Il y a toutes sortes de gens dans les dessins de Hiroshige. Très très grand dessinateur, plein d'humour, mais aussi avec une très forte sens de la poésie et une composition toujours très belle. Après, on a Utamaro, qui est resté célèbre pour ses portraits de femmes et ses scènes érotiques, qui sont très loin de la représentation occidentale de la sexualité. Vous les trouvez beaucoup sur Internet, c'est des dessins magnifiques, même avec une gamme de couleurs sobres, avec des gris. C'est un très très grand dessinateur. Et le dernier de cette choix, parce qu'évidemment il y en a beaucoup plus, c'est Kunioshi, qui a été objet d'une redécouverte les derniers 10 ans par les musées occidentaux. Il y a une grande expo à Londres et une grande expo à Paris il y a 4 ans, 5 ans. Les catalogues sont extraordinaires. Kunioshi était spécialisé en images grotesques, images de samouraïs et images monstrueuses. C'est à lui qu'on doit la célèbre image du squeletton qui, immense, apparaît devant les samouraïs. C'est un très très grand dessinateur avec lui aussi un choix de couleurs très très particulier.
Pour se faire une idée de la différence qu'il y avait entre leur façon de travailler et la nôtre, ça suffit de regarder les œuvres de la même époque, réalisées en Occident. Si vous regardez nos dessins de l'époque, c'était en maîtrise très avancée, mais dans le sens de la représentation réaliste. Les volumes, les ombres, et probablement déjà l'utilisation d'appareils pré-photographiques qui permettaient de projeter l'image sur la feuille de papier. Donc c'est une conception complètement différente où l'homme est central et le paysage a je dirais que c'est toujours une projection très forte des états d'âme de l'homme, alors qu'en Japon il y a déjà une capacité de contemplation plus forte du paysage. Quand les contacts entre les deux pays se sont faits plus serrés, les artistes plus avancés de l'époque se sont laissés influencer par les nouvelles estampes qui arrivaient du Japon. Le plus célèbre, c'est sans doute Van Gogh, qui avait un vrai amour pour ce genre d'image, et on peut le voir en plusieurs de ses tableaux, mais aussi Monet, il a réalisé des tableaux inspirés de ce genre d'imaginaire, et même Gauguin cite de façon explicite Hokusai dans son célèbre tableau Le Sermon de Jacob, qui en italien s'appelle Retour du Sermon. Le terme manga a été rendu célèbre par la collection de livres de Hokusai qui a le même titre, Manga. Manga, c'est un manuel de dessin où Hokusai montre comment on traite un très grand nombre de sujets. Les paysages, les animaux, l'anatomie en mouvement, ce qui est très important, les danses, les batailles. Manga veut dire littéralement image amusante. Manga, c'est un mot composé comme c'est typique de la langue japonaise. C'est ce livre que vous pouvez trouver en librairie en Occident parce qu'il a été réimprimé, c'est même pas trop cher vu le nombre de pages. C'est là qu'on voit vraiment le goût pour la déformation, le goût pour le grotesque qui est typique de la culture japonaise. Ces images de monstres. Hokusai, comme je disais tout à l'heure, il a traité toutes sortes de sujets. Et là, on arrive en 1853. Une date importante dans l'histoire du Japon, parce que sur les côtes japonaises approchent des gros bateaux noirs qui avaient été jamais vus jusqu'alors. Ce sont les Américains qui veulent franchir la frontière, arrêter une période d'isolation du Japon qui a duré environ 250 ans et commencer à faire affaire avec un pays qui était quand même très intéressant du point de vue commercial. Le seul pays avec lequel ils avaient des contacts, c'était l'Hollande. Mais les Américains ont réussi dans leur pari. L'amiral Perry, qui était en charge de la mission, a réussi à convaincre les Japonais à ouvrir leur marché. C'est le début des échanges culturels et économiques entre le Japon et les pays occidentaux. Les résultats ne vont pas se faire attendre. En 1887, il fait son apparition le premier journal satirique produit par des Occidentaux au Japon, Japan Punch. Japan Punch, c'est créé par Charles Bergman, c'était un dessinateur, un journaliste, qui s'est inspiré de la plus célèbre revue satirique anglaise Punch. En 1905, fait son apparition Tokyo Puck, où c'est pour la première fois des artistes japonais qui réalisent la revue. Parce que, comme je disais, Japan Punch, c'était réalisé par les Européens qui étaient au Japon. Tokyo Puck, c'est un journal de satire qui intègre beaucoup des éléments stylistiques occidentaux, mais on voit déjà beaucoup de leur goût apparaître. On arrive en 1914 avec la création du premier magazine pour les jeunes lecteurs Shonen Club. Une revue qui à l'époque n'était pas composée de manga, mais c'était un mélange d'histoires courtes, articles, illustrations et quelques courtes histoires illustrées. Pour comprendre l'évolution du manga, il ne faut pas oublier l'importance du kamishibai. Le kamishibai, c'est une forme de théâtre de rue que nous n'avons pas connu en Occident. L'âge d'or commence en 1920 et se termine en 1950. C'est très simple, il s'agit d'un vélo sur lequel est attachée une grosse boîte
qui contiennent des images qu'on fait glisser dans un petit théâtre à fur et à mesure que le narrateur raconte l'histoire. Les images représentent les scènes du récit. Certains mangaka qui ont connu un très grand succès après, comme Shigeru Mizuki, l'inventeur de Kitaro, ont pratiqué le kamishibai. C'était vraiment un divertissement en quelque sorte très populaire parce que le pays était pauvre, surtout après la guerre. Il a été complètement détruit, le Japon. Et c'était gratuit écouter l'histoire. L'argent venait de la vente des bonbons que le conteur avait avec lui. Donc c'est vraiment un système de diffusion orale des histoires, même avec des épisodes. Chaque jour, il passait avec son vélo, il y avait un épisode d'un personnage. Donc il y avait un certain nombre de personnages. Le plus célèbre, qui après a été intégré dans la culture populaire de l'après-guerre, c'est Ogon Bato, qui c'est pas loin d'un super-héros, mais avec sa typique tête de mort. Il y a eu même des séries animées qui ont été faites avec Ogon Bato. Un premier, probablement grand personnage du manga de grand succès populaire, c'est Norakuro. Norakuro fait son apparition en 1931 sur la revue qu'on a vue tout à l'heure, Shonen Club. Norakuro, c'est un BD qui est dans l'esprit japonais très lié à l'effort militaire. Au début, ce n'était pas le cas. Mais bientôt, le Japon est entré d'abord en guerre avec la Chine, et ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Norakuro s'est toujours trouvé en bataille contre les cochons ou contre les chiens, selon les circonstances. C'est un BD magnifique, où le dessin est très, très élégant, la coloration est vraiment extraordinaire, mais vous voyez bien que la structure des cadrages est proche plutôt du théâtre, limite. Ce n'est pas une narration influencée par le cinéma, c'est des plans très reposants où les personnages sont en action en figure entière, les ballons ont leur place, les dialogues sont déjà là, mais ça n'empêche pas d'avoir une richesse graphique énorme. Les dessins sont magnifiques et la coloration, elle est vraiment très 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 élégante, avec cette magnifique texture qui donnait la technique de l'époque. Norakuro, ça a été la première bande dessinée à connaître un succès de masse et des produits dérivés. Encore aujourd'hui, on trouve facilement des photos, des vieux jouets, même un parc d'attractions, je crois qu'il a été fait à un moment. Et c'est vraiment iconique des années 30. C'est même la BD des années 30 que tous les dessinateurs qui ont grandi à l'époque ont lu. Ça, c'est une photo de l'auteur entouré par les produits dérivés de son personnage. La guerre commence. On est au début des années 40. Les Japonais attaquent les Américains à Pearl Harbor. Rapide évolution du conflit. On arrive à 1945 et le pays est bombardé 2 fois par les bombes atomiques à Hiroshima et quelques jours après à Nagasaki. Ces 2 événements majeurs de l'histoire japonaise. Évidemment, c'est des événements extrêmement dramatiques. On parle de centaines de milliers de morts en quelques secondes. Et c'est là que trouve origine la très forte opposition du Japon aux armes nucléaires. C'est une cause dans laquelle le pays a beaucoup opéré. Et probablement c'est de cette perte, c'est cette défaite de la guerre qu'est apparue la première génération antimilitariste de l'histoire japonaise. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Japon, c'est un pays qui a toujours été fortement nationaliste. Dans l'après-guerre, les Japonais ont envie de divertissement. Ils ont envie de s'amuser, mais ils n'ont pas les moyens. Donc, ils ont besoin d'un divertissement économique. C'est là qu'il va connaître une très forte commercialisation de la presse. Surtout de la presse imprimée à la mieux, je veux dire, avec ce qu'on trouvait à l'époque. Surtout, c'est bizarre de remarquer qu'à l'époque, l'encre le moins cher était l'encre rouge, ce qui a favorisé l'apparition de ce qu'on appelle les livres rouges, les akahon, qui ont eu leur fortune entre 1945 et 1949. Et tout de suite après, l'apparition des premières bandes dessinées, dont le personnage le plus célèbre, c'est probablement Zae-san, dans l'après-guerre, je parle. Zae-san, c'est des histoires courtes, c'est le format typique de la BD de l'époque, en 4 cases verticales. Donc, ce n'est pas des longues histoires, c'est plutôt des gags. C'est dans ce contexte qui va apparaître l'auteur qui a ensuite révolutionné le manga, que c'est Osamu Tezuka.